BFM Business, l'invité d'Edwige Chevrillon. Notre invitée, c'est Valérie Pécresse, la candidate à la présidence de la région Île-de-France, députée des Yvelines. Valérie Pécresse, merci d'être avec nous. Donc, vous avez déclaré votre candidature. On a l'impression que ça va être sportif. Au moins, de votre côté, vous êtes seul, vous êtes en train de négocier un accord avec le MoDem, l'UDI. Écoutez, déjà, on a une très très forte unité au sein de l'UMP, ce qui ne s'était rarement vu, il faut bien le dire. Donc ça, j'en suis très heureuse parce que c'est le fruit, je pense, de tous mes efforts et de tout mon travail accompli depuis 5 ans à la tête de l'opposition en Île-de-France, où on a essayé d'être très constructif, d'améliorer un certain nombre de choses en matière de transport, en matière de bourses étudiantes, en matière de campus. Donc je pense qu'on a été une opposition très active. Je pense que c'est vu et ça explique pourquoi je suis considérée comme légitime par ma propre famille politique. Et on va parler ensuite un peu d'économie parce que vous participez à cette expérience que mène Entreprise et Progrès avec Denis Terrien qui sera en ligne avec nous dans quelques instants. Faire un stage en entreprise pour essayer de rapprocher l'entreprise et la politique. C'est vrai qu'en France, c'est quand même un exercice difficile. Encore sur l'Île-de-France, MoDem, UDI, vous négociez un accord, vous souhaitez qu'il y ait une candidature, j'imagine, la vôtre. Écoutez, il y a deux stratégies, clairement. Il y a une stratégie où on fait l'alliance très très large de la droite et des centres. Donc pour moi, c'est UDI et MoDem. Tous ceux qui veulent faire l'alternance à la politique de la gauche, c'est-à-dire le mal logement, le mal transport, le sous-emploi, la pollution, bref, tous ceux qui veulent dire que 17 ans de gauche, ça suffit en Île-de-France. Ou alors, il y a une autre stratégie qui est celle de, on part tous, chacun sous nos couleurs au premier tour et on se réunit au deuxième tour. Mais à terme, moi j'ai vocation à être la candidate de l'Union la plus large possible. Mais la région Île-de-France, c'est vrai qu'en ce moment on est un peu dans toute la réorganisation avec la métropole, le Grand Paris. Qui sera vraiment, une fois que tout ça sera digéré, précisé, qui sera vraiment le boss en fait de la région Île-de-France? Edwige Chevrillon, comme je vous remercie de me l'avoir posée et comme je vous remercierai de la poser à Manuel Valls la prochaine fois que vous le verrez, parce qu'on n'en sait rien. Moi j'ai été au débat sur la loi compétences, on ne sait pas. Tout le monde a le droit de tout faire. La région est chef de file en matière de développement économique, de formation, d'emploi, de transport, de logement, de politique éducative et elle peut encore faire du numérique, du sport, de la culture, de la vie associative, de la rénovation urbaine, de l'habitat, bref. En réalité, tout le monde peut tout faire et c'est un drame français, c'est le drame de l'impossibilité de la simplification du millefeuille. Donc la région Île-de-France, c'est 11,5 milliards de budget, 5 milliards pour la région, 6,5 milliards pour les transports. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup d'impôts et qu'il faut bien les utiliser. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui. En même temps, il faut faire des économies. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec le gouvernement là-dessus, j'imagine. Avec le gouvernement, oui, mais la région n'en a pas fait une seule en 17 ans. Et vous ferez des économies où? Ah, mais écoutez, on est en train de commencer. Je vous donnerai toutes. Mais on peut faire des économies en Île-de-France? Mais bien entendu. D'abord, on peut faire des économies de fonctionnaires. On a recruté des centaines de fonctionnaires en 5 ans supplémentaires. On peut en supprimer quoi? On peut faire des économies. On peut ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite. La RGPP à l'aune de l'Île-de-France. Bien entendu. On peut aussi complètement simplifier toute cette kyrielle de satellites qui gravitent autour de la région. Je vous donnerai qu'un seul exemple. Le tourisme. Le tourisme est une compétence excessivement importante en matière de développement économique. Mais il y a la région, il y a Paris, il y a tous les départements, il y a toutes les villes et on a des offices de tourisme qui doublonnent. Et à côté de ça, une ville comme Provins, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont personne n'assure la promotion en dehors de l'Île-de-France. Donc vous voyez que je crois qu'il y a toute une rationalisation à entreprendre aujourd'hui et ça fait beaucoup d'économies et ça permet de faire beaucoup d'investissements pour l'avenir parce que les économies en soi ça sert à rien. Ce qui est injuste c'est de faire de la gabegie d'argent public alors qu'on a tant besoin d'investissements dans les transports, dans le logement le budget d'Île-de-France et dans le numérique. Je vous l'ai dit, 5 milliards d'euros, 2,5 milliards d'investissements pour la région et 6,5 milliards pour les investissements de transport. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent dans l'investissement. Et le problème aujourd'hui, c'est que on investit encore pas assez en Île-de-France. Sur la baisse des dotations, notamment souhaitées par le gouvernement pour faire des économies, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un peu de tonalité, ceux qui disent il faut faire des économies, et puis ceux qui dirigent des grandes villes comme Alain Juppé ou même Gérard Collomb qui disent attention, ça va peser sur la croissance. Où est-ce que vous vous situez, Valérie Pécresse? Sur l'Île-de-France, le sujet ne se pose pas parce que nous, on vient de
taxer de 1 milliard d'euros supplémentaires en 2 ans les entreprises franciliennes pour réaliser les infrastructures du Grand Paris. Donc nous, les problèmes de recettes ne sont pas pertinents. Ce qui est pertinent, c'est de savoir, avec ces recettes, est-ce qu'on fait de l'investissement ou est-ce qu'on fait du fonctionnement? Et on est passé d'à peu près 2 tiers d'investissement, 1 tiers de fonctionnement, à 1 tiers d'investissement, 2 tiers de fonctionnement. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. On a besoin aujourd'hui de retrouver cette vocation d'investissement qui est celle de l'Île-de-France. Mais pour ça, il faut arrêter la gabegie. Il faut arrêter de donner 580 millions d'euros par an à des subventions associatives. Il faut réussir à faire le tri entre les subventions qui sont vraiment pertinentes, urgentes, humanitaires, sociales, et puis celles qui aujourd'hui relèvent du clientélisme et d'une certaine forme de gaspillage d'argent public qu'on connaît bien, de saupoudrage généralisé. Si vous avez une mesure là comme ça, parce qu'évidemment vous aurez le temps de revenir nous voir, s'il fallait nous donner une mesure de développement économique, puisque vous êtes sur BFM Business, on parle beaucoup d'économie d'entreprise. Oh, je crois que le sujet, c'est les transports. Et si je devais donner une mesure, c'est il faut boucler la desserte des aéroports. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui, on est la 5e puissance mondiale, on ne peut pas avoir aujourd'hui une desserte des aéroports aussi minable qui dissuade tous les investisseurs. Le RERB, l'autoroute A1, c'est juste indigne. Donc il faut boucler ce projet. C'est en route avec Aéroports de Paris, mais la région aurait dû le faire depuis 17 ans. On va parler d'entreprise un peu parce que justement, Denis Thérien, le patron d'entreprise Progrès, est avec nous. Je le salue. Bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. On est avec Valérie Pécresse aussi. Alors, c'est une initiative un peu particulière qu'a lancée justement Denis Thérien. C'est de dire qu'il faut rapprocher l'univers de la politique avec l'univers de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait des politiques qui fassent des stages en entreprise. Vous faites ça dans une entreprise de siège, en l'occurrence. Hein? Oui, une entreprise. Mais vous le faites vraiment ou alors c'est pour le communiquer? Ah non, j'y serai la semaine prochaine, donc vous pouvez venir me voir si vous voulez. Non, le sujet, c'est qu'en fait, la démarche de Denis Thérien et d'Entreprise et Progrès rejoignait complètement la mienne, puisque j'ai voulu prendre le temps de faire ma campagne en Ile-de-France en m'immergeant dans la réalité quotidienne des Franciliens. Donc j'ai passé une journée au tribunal de Bobigny, une journée au commissariat de Gennevilliers, à l'hôpital de Coulommiers, au lycée de Saint-Michel-sur-Orge. Donc en réalité, l'idée, c'est de toucher du doigt les problèmes de vie quotidienne des Franciliens, pouvoir les résoudre et être une candidate des solutions. Et c'est ce que je souhaite faire aussi dans cette PME française de Saint-Ouen-l'Aumône. Accessis, oui, qui est à Saint-Ouen-l'Aumône, qui n'est pas chez vous, en l'occurrence, qui n'est pas... qui est en Ile-de-France, pardon. Oui, excusez-moi, Madame Chevrillon. Mais qui n'est pas à Vélizy, qui n'est pas à Vélizy, qui n'est pas... Chez moi, c'est toute l'Île-de-France, comprenez-le, ça fait 5 ans que je dirige l'opposition à la région. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est dans votre circonscription, en l'occurrence. Les entreprises de ma circonscription, je les connais par cœur. Denis Thérien, qu'est-ce que Entreprise et Progrès, donc c'est une association qu'on connaît, vous étiez venu ici à ce même micro, qu'est-ce que vous avez cherché à faire à travers cette initiative ? Donc aujourd'hui, Entreprise et Progrès associés au CJD, les centres des jeunes dirigeants, invitons tous les parlementaires, députés comme sénateurs, pour une semaine d'immersion auprès du dirigeant et du PDG. L'idée, c'est que le combat que nous partageons, c'est le combat de la croissance et l'emploi. Et d'un côté, il y a le parlementaire qui crée les conditions de l'emploi, et d'un autre, il y a le dirigeant d'entreprise qui crée l'emploi. Malheureusement, ces deux mondes se connaissent peu et se côtoient peu. D'un côté, le député va recevoir les personnes qui votent pour lui à sa permanence ou va en rencontrer plutôt dans des marchés. D'un autre côté, le dirigeant d'entreprise va rester chez lui et des fois n'être pas content de la vitesse avec laquelle les lois changent. Ça, je peux vous le confirmer, hein, c'est ce qui se passe souvent. Valérie Pécresse, vous, comment vous expliquez ces relations quand même très difficiles? Vous connaissez un peu l'univers de l'entreprise, vous nous disiez en même temps, vous reconnaissiez que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds, donc là c'est l'occasion la semaine prochaine. Pourquoi en France, c'est très français, ces relations sont très difficiles entre le monde de l'économie et le monde politique? C'est l'ignorance, l'indifférence et parfois conflictuelle comme on le voit notamment avec le MEDEF. Oui, je crois qu'il y a une question d'ignorance et puis je crois que le diable est dans les détails. Tous les patrons de petites et moyennes entreprises viennent nous voir en nous disant vous avez voté telle loi. On imagine que c'était partant de bonnes intentions, mais elle a sur notre vie quotidienne des conséquences totalement dévastatrices. Donc c'est ces conséquences que je veux toucher du doigt pour savoir où est-ce qu'il faut déverrouiller les choses. Et puis il y a autre chose qui m'a frappée. En Ile-de-France, on a créé un certain nombre de fonds pour aider les entreprises, comme dans toutes les régions, et notamment un fonds que j'avais demandé et appelé de mes voeux, qui est le fonds Rebond pour les entreprises en difficulté.
difficulté. Et il se trouve que je dis, mais il n'y a peut-être pas assez d'argent sur ce fonds. Et on me répond, oh, mais il n'y a que 20 entreprises qui ont demandé à en bénéficier. Donc vous voyez, il y a vraiment deux mondes. Les politiques qui mettent de l'argent et les entreprises qui ne savent même pas que cet argent existe et qui peuvent en profiter. Donc je le dis, puisque je suis à BFM Business, il y a de l'argent dans le fonds rebond pour les entreprises en difficulté en Ile-de-France. Denis Terrien, un commentaire vous sur ces relations, est-ce qu'on peut les changer? Oui, je pense. Ce qu'il faut, c'est changer. On parle beaucoup du monde collaboratif aujourd'hui. Et il faut qu'il y ait plus de collaboratif entre le député et le dirigeant d'entreprise. On doit passer de je sais à je comprends et je comprends à je ressens. L'expérience d'une entreprise, ça ne se lit pas dans un livre. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est des hommes et des femmes qui partagent ensemble une vision commune pour un projet partagé. Et ceci, c'est une expérience qu'il faut vivre. Et donc, on propose aux parlementaires de vivre cette expérience auprès du dirigeant d'entreprise. Arnaud Montebourg, qui va travailler chez Habitat, finalement, c'est ça. Hein, il a un peu devancé Valérie Pécresse. Ah ben ça, c'est sa deuxième vie. Ouais. Mais troisième, parce qu'il était avocat, homme politique, alors maintenant. C'est sa troisième vie. Moi, ça n'est pas ma troisième vie. Moi, mon objectif, c'est de faire mieux de la politique après. J'ai eu le dirigeant de l'entreprise Accessite dans laquelle je vais aller la semaine prochaine. Il m'a expliqué qu'il était le patron d'une entreprise libérée. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise libérée, mais je le saurai la semaine prochaine. Eh ben, vous nous direz ce que c'est qu'une entreprise libérée. Cela dit, on voit bien quand même que le gouvernement, même des chefs d'entreprise le disent, fait beaucoup de choses entre le CICE, le pacte de responsabilité, pour l'apprentissage, après avoir fait de volte-face, il faut quand même le souligner, mais en tous les cas, il se passe des choses. Est-ce que la droite doit un peu faire son aggiornamento vis-à-vis de l'entreprise et du monde de l'économie? Sur l'apprentissage, je pense que la droite avait été beaucoup plus constante dans sa volonté de le développer. Avec peu de résultats aussi. Ah si, quand même, on commençait à en avoir. Mais le problème, moi je pense vis-à-vis des entreprises, mais là c'est l'ancien ministre du budget qui parle et qui l'a vécu d'ailleurs assez durement parce que je pense qu'on a trop changé la loi fiscale quand nous étions au pouvoir. Je pense que les entreprises ont besoin de confiance et de stabilité, de prévisibilité de leur environnement et j'ai l'impression que ça change tout le temps. Sur l'apprentissage, elles me le disent. Elles nous disent que c'est la région qui est responsable de l'apprentissage en priorité. Elles nous disent, mais vous nous avez supprimé les primes. Oui, vous nous avez supprimé les primes. Vous nous avez enlevé les aides aux apprentis. Vous nous les remettez. Il y a des seuils. Pourquoi nous? Pourquoi pas nous? Et puis un apprenti qui fait mal son travail, on peut pas le virer. Un apprenti qui sèche les cours, on nous sucre la prime, mais c'est pas notre faute s'il sèche les cours. Donc je pense que ce que disait Denis Terrien très justement, il faut qu'on ressente où sont les difficultés, qu'on les identifie et qu'on les lève. Et je pense que c'est vraiment un travail de fourmi. Il faut aller voir toutes les formalités administratives inutiles et il faut les enlever. Sur l'apprentissage, la mesure annoncée par le président de la République chez Canal+, est-ce que c'est là au moins vous dites que c'est dans le bon sens? Non mais vous comprenez bien, ils ont enlevé les prix, ils les ont mises. Là c'est pour les mineurs, les apprentis mineurs. Les apprentis mineurs. Donc qu'est-ce qu'on fera pour les apprentis de 18 ans? Moi j'aime pas ces effets de seuil. Moi je vais vous dire, je crois que sur les mesures qu'a annoncé François Hollande, que ce soit sur le RSA activité pour les moins de 25 ans, la prime d'activité pour les moins de 25 ans, que ce soit sur l'apprentissage, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille sur une logique beaucoup plus simple, une logique de salaire, une logique beaucoup plus simple où on dise on arrête les allocs, les allocations, on va sur une logique de salaire direct. On baisse les charges salariales et on donne plus de pouvoir d'achat à tout le monde, à tous ceux qui travaillent. Et si on donne plus de pouvoir d'achat en salaire direct, il y aura plus de personnes qui iront travailler. C'est pas une logique de guichet. Vous savez bien qu'avec cette prime d'activité, il y en aura les 2/3 des bénéficiaires qui la réclameront pas. Sur cette histoire des apprentis, on va encore créer une sous-catégorie des apprentis. Mais vous savez bien qu'un apprenti, il est pris pour 2 ans ou pour 3 ans dans une entreprise. Donc il va changer de salaire tout le temps. Et on va changer de situation tout le temps. Oui, mais c'est pour répondre, il est vrai, on voit bien une génération qui manque de formation. Oui, mais on crée un problème, on trouve une solution à ce micro-problème en créant des barrières qui vont faire des effets pervers. Franchement, soyons simples. Aidons les entreprises, toutes les entreprises qui prennent des apprentis, aidons-les et aidons-les aussi quand l'apprenti ne fait pas bien l'affaire à s'en séparer parce qu'aujourd'hui c'est ça le principal frein que pointent les entreprises dans leur volonté de prendre des apprentis, c'est qu'elles ne peuvent pas s'en séparer si jamais ils ne font pas l'affaire.
que pense l'ancienne ministre du Budget de la nouvelle trajectoire avec 3% qui devrait être atteint en 2017, voire même un peu en deçà, et le gouvernement donc, qui cherche à faire des économies? Est-ce que vous dites quand même, ils ont mis du temps, mais là maintenant on a retrouvé une trajectoire de réduction des déficits? Non, mais moi ce que je me dis, c'est surtout que vivement que la croissance revienne. Et pour que la croissance revienne, il faut que toutes les collectivités... Il faut arrêter de faire des économies? Non, toutes les collectivités qui sont chargées de l'investissement, au lieu de gaspiller l'argent en le dépensant mal, qu'elles le mettent sur l'investissement. Là encore, un exemple en Ile-de-France. On a 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris. On a 26 millions de loyers par an parce que tous les fonctionnaires doivent être logés et dans le 7e arrondissement de Paris. Si on vendait ces hôtels particuliers, qu'on déménageait en périphérie, on ferait au minimum 26 millions d'euros par an d'économie. Où est-ce que vous allez déménager si jamais vous l'emportez? Il y a des friches à Aubervilliers, il y a des friches à Ivry-Confluence. On a aujourd'hui plein de terrains disponibles en Ile-de-France pour déménager la région et ça nous permettrait en 10 ans de faire 250 millions d'investissements supplémentaires. Oui, donc ça sera une de vos priorités. Mais quand même, on arrête la gabegie, on dépense mieux l'argent. Il y a vraiment dans toutes les collectivités des marges de manœuvre pour mieux dépenser l'argent et l'investir pour amener la croissance. Et la croissance, elle viendra de l'investissement public et privé. Est-ce qu'une des difficultés... Vous êtes sur plutôt quelle ligne par rapport à la primaire UMP? Je m'explique. Lorsqu'on regarde le programme, notamment économique, puisqu'on parle d'économie à faire, on voit François Fillon qui est vraiment noir c'est noir, hein, c'est-à-dire qu'avec... non mais là on est un peu dans le catastrophisme. Alain Juppé qui dit qu'il faut faire des économies, mais chacun on passe de 150 à 100 à 50 milliards en fonction de quel candidat? Moi, je veux des réformes, Madame Chevrillon, des réformes profondes qui permettront de mieux dépenser l'argent. Je vous donne un exemple. La loi territoriale. On nous avait dit on va supprimer une collectivité. Ouais, on supprime rien, on nous en rajoute. Vous l'avez dit vous-même. Les villes, les intercos, la métropole, le département, la région. En Ile-de-France, 5 niveaux d'administration locale. Comment voulez-vous? Avec 5 fonctions publiques, avec 5 hôtels de métropole, de région, de département. Enfin, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on simplifie. Où est-ce qu'il est le choc de simplification? Jean-Paul Huchon, Claude Barthelone, Marie-Pierre de la Gontrie, quel est votre candidat favori? En Creuse, celui qui vous fait le moins peur? Écoutez, ils sont empêtrés dans leur division. Ce qui est inédit, c'est de voir un président de région aussi décrié par sa propre famille politique qui lui cherche absolument un remplaçant. Bon, la vérité, c'est que dépasse dans les sondages. Mais la vérité, c'est que leur bilan commun, le bilan de la gauche en Ile-de-France, c'est leur boulet. Et c'est ça qui les plombe aujourd'hui. C'est qu'on se loge mal, on se transporte mal, l'emploi est détruit aujourd'hui en Ile-de-France alors que ça a toujours été une région qui était moteur de toute la France. Et la pollution, je ne vous en parle pas, il suffit de sortir. Anne Hidalgo, quand même, une dernière question. Une femme à la mairie de Paris, est-ce qu'elle a réussi à s'imposer? Oui, je pense que Anne Hidalgo a acquis la légitimité. Et moi, de ce point de vue, je suis fière qu'une femme ait été élue à la mairie de Paris. J'espère qu'il y aura beaucoup de femmes candidates pour les régionales. Voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse, donc il va faire son stage en entreprise, s'asseoir sur un fauteuil, puisque c'est l'entreprise justement qui fait des sièges. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce 2h30. Nous on se retrouve bien sûr 18h-19h, grand journal où je recevrai l'ancien président de l'association des maires de Grande Ville de France, Michel Destot, qui est député socialiste de l'Isère. Et puis après, ses 2 consoeurs, Raphaël Baquet, journaliste au Monde pour son livre Richie, et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef du magazine Challenge.